réponse, il y a un discours qui se développe maintenant depuis quelques années, notamment dans les médias français, porté par certains écosophes. On les retrouve aussi dans beaucoup d'événements autour de la nature, autour d'une pensée dite animiste qui serait particulièrement développée en Afrique et qui permettrait de renouer une relation apaisée et harmonieuse avec le vivant. Je résume évidemment et donc forcément je caricature un petit peu. Alors il me semble que là on a une ambition vraiment louable de restaurer l'image des rapports à la nature sur le continent, qui ont bien sûr été très décriés dans le cadre colonial et jusqu'à ce jour dans certains milieux conservationnistes. Mais c'est aussi une approche qui pose à mon sens plusieurs problèmes. C'est un discours qui est déjà assez peu ancré sur des réalités de terrain, ce qui amène souvent à associer des systèmes de pensée extrêmement différents, comme chamanisme sibérien et divination yoruba, pour donner un exemple. C'est aussi une approche qui est souvent apolitique, ahistorique, et qui donne le sentiment d'une pensée animiste figée dans un temps ancestral qui serait assez fantasmé. Et de ce fait, c'est une conception qui, malheureusement, tombe souvent dans le romantisme et l'essentialisme, en déniant toute complexité, plasticité et dynamique d'évolution aux sociétés africaines dans leur rapport à la nature, ce qui n'est pas à nouveau sans évoquer le stéréotype du type avatar des étudiants britanniques de Vincent. Pourtant, il y a de nombreuses recherches qui ont été effectuées, comme je le disais avant, sur différents terrains africains, qui font entrevoir une réalité peut-être moins séduisante d'un point de vue écologique, mais beaucoup plus complexe et dynamique. Et je voudrais, pour finir, vous parler rapidement de mes propres recherches en cours à Ibadan, donc au sud-ouest du Nigeria, sur les rapports entretenus dans ce contexte avec le végétal urbain. Donc j'ai entrepris depuis 2007 une enquête sur, plus précisément, les savoirs sûrs et les relations aux arbres urbains des citadins et des autorités de cette ville. Je n'ai pas trop le temps de développer, mais c'est une méthode ethnographique classique qui mobilise aussi des outils de l'ethnoscience et qui se fait en collaboration, une enquête qui se fait en collaboration avec des collègues historiens et botanistes, mais aussi des artistes, dessinatrices et photographes. Ces recherches, elles s'inscrivent aussi plus largement depuis 2021 dans un programme ANR appelé Infrapatrie, qui inclut Yaoundé, Porto Novo et Dakar, et qui mobilise une vingtaine de chercheurs des sciences humaines et sociales et des sciences naturelles, mais aussi des artistes, sous l'angle toujours des rapports au végétal, mais plutôt voilà, sous un prisme patrimonial. Les résultats de ces recherches, ils permettent d'entrevoir la richesse, mais aussi la complexité et le dynamisme des relations aux arbres d'Ibadan. Alors très schématiquement, comme j'ai essayé de l'illustrer par ces deux photos, on a d'un côté, donc plutôt à gauche, une connaissance fine de la biodiversité ligneuse qui est assortie d'usages intensifs des éléments végétaux, notamment à des fins médicinales. Tout ceci associé à un attachement fort à certains grands et vieux arbres du centre historique d'Ibadan, qui sont à la fois vus et pratiqués, si je puis dire, comme des marqueurs fonciers, comme des supports, des mémoires familiales et citadines, comme des nœuds dans la trame rituelle de la ville, ou encore tout simplement comme des éléments centraux du paysage quotidien au pied duquel on va se retrouver pour vendre, acheter, travailler, se divertir, se reposer, discuter avec les voisins, etc. Donc on peut dire là qu'il y a effectivement des rapports à ces arbres qui sont teintés d'animisme au sens des scoliens du terme, notamment sur le plan rituel. Ça se voit assez bien dans ce cadre-là. Mais de l'autre côté, donc plutôt photo de droite, on a aussi une conception de la modernité qui est partagée par nombre de citadins, mais aussi et surtout par les autorités municipales, qui fait primer les infrastructures, routes, bâtiments, lignes électriques, etc., et plus largement le béton sur le végétal, qui est dès lors plutôt perçu comme relevant de leur ville, mais aussi comme légèrement menaçant, à moins d'être parfaitement contrôlé. Donc tout ceci conduit d'une part à la destruction régulière de grands et vieux arbres, que ce soit par des adeptes des églises de réveil qui les désignent comme habités par le démon, ou par la compagnie locale d'électricité dont les lignes électriques seraient gênées par ces arbres, et d'autre part à des opérations politiques et souvent assez cosmétiques de beautification ou de tree planting, parfois sous le label en vogue de ville durable, avec des espèces exogènes peu gênantes, mais auxquelles les citadins sont peu attachés. Donc pour finir, je dirais que ce trop rapide exemple montre bien, à mon sens, à la fois la richesse des liens à la nature dans un contexte urbain africain, qui par ailleurs, il faut le dire, est plus généralement assez peu documenté sur ce thème par rapport aux contextes ruraux ou de conservation. Et cela montre aussi, je pense, la complexité de ces rapports qui associent à la fois un attachement fort, des connaissances fines, à une méfiance, voire à un rejet,
Et finalement, la plasticité de ces rapports, qui combinent dans le temps long des registres développés localement ou importés, et en tout cas s'influençant mutuellement. On est donc bien loin, à mon sens, d'une vision de la nature africaine sans humains et peuplée seulement de non-humains, comme dans Le Roi Lion, ou de relations parfaitement harmonieuses et bienveillantes entre humains, non-humains et plus qu'humains, façon Avatar, ou dans une moindre mesure, Black Panther. Je suis très fière de mon petit gif que j'ai réussi à mettre ici. Je vais peut-être m'arrêter là pour garder les quelques propositions qu'on avait fait émerger avec Vincent et Ribaren pour notre discussion, d'autant que ce ne sont pas non plus des propositions révolutionnaires. Et je vous remercie donc de votre attention et de vos questions éventuelles. Merci beaucoup pour cette présentation qui nous fait balader entre le cinéma et la réalité. Alors, le deuxième présentateur, qui nous vient du Cameroun, le temps que je... Merci, professeur, de me passer la parole. Bon après-midi à tous. Je suis Nestor Sobejidim, jeune chercheur au département de géographie à l'université de Maroua, Cameroun. Je voudrais aussi, dans mes propos préliminaires, remercier Global Africa et ses partenaires qui ont œuvré afin que nous nous retrouvions ici à Saint-Louis dans le cadre de ce colloque pour penser l'avenir de notre continent qui nous est cher. Alors, mon intervention dans le cadre de ce panel porte sur la thématique démographie et déforestation en Afrique subsaharienne, analyse des enjeux et perspectives. Cette présentation s'articule autour de 4 grands points, à commencer par le contexte et la problématique de l'étude, suivi de la démarche méthodologique pour conduire ce travail, ce qui va déboucher évidemment sur les principaux résultats. Et là, ces résultats sont structurés aussi en 4 sous-parties. Premièrement, nous allons voir l'état des lieux de la démographie et de la déforestation en Afrique subsaharienne, les facteurs de la déforestation en deuxième position, troisièmement, les contraintes liées au reboisement. Et la 4e sous-partie, qui est une question, c'est comment repenser la lutte contre la déforestation aujourd'hui en Afrique subsaharienne. Et nous allons sortir par une petite conclusion. Ceci étant dit, la nécessité de la préservation des forêts n'est plus à démontrer en ce début du XXIe siècle, où les changements climatiques, l'érosion des sols sont au cœur de préoccupations mondiales, sachant que les formations forestières jouent un rôle primordial dans l'équilibre de l'écosystème. Les menaces dont elles subissent aujourd'hui nous interpellent à une prise de conscience collective. Cette réflexion, en questionnant les facteurs de la déforestation et les contraintes liées au projet de reboisement, prend du recul pour repenser la lutte contre la déforestation axée sur les humanités environnementales. Selon une étude réalisée par le Global Forest Watch, au début des années 2000, la perte brute des forêts primaires était en moyenne de 150 000 hectares par an. Aujourd'hui, elle est d'environ 473 000 hectares par an. Cette évolution s'expliquerait principalement par des facteurs démographiques. La population actuelle de l'Afrique subsaharienne, estimée à 1,2 milliard selon le rapport de l'ONU 2017, elle devrait atteindre d'ici 2050 les 2,5 milliards d'individus, soit le double de ce que nous avons aujourd'hui. Par ailleurs, en Afrique subsaharienne, près de 80% de la population se nourrit aux dépens de l'agriculture et 71% des ménages utilisent le bois comme source d'énergie domestique et 6 millions d'Africains ont pour source alimentaire directe le bois. Cette augmentation fulgurante de la population d'ici 2050 aggravera sans doute l'état de la déforestation, d'où l'urgence de penser la lutte contre la déforestation. Pour réaliser ce travail s'appuie sur des rapports d'activité des organismes internationaux
qui s'intéresse aux questions démographiques et à la préservation des forêts dans les différentes sous-régions d'Afrique subsaharienne, notamment le PNUD, la COMIFAC, la CIFOR, l'Union internationale pour la conservation de la nature, la GIZ, l'ONU même et la FAO. Et en plus de ces données secondaires, nous avons eu à réaliser des entretiens directifs auprès de certains acteurs locaux, les coordinateurs de projets, les autorités en charge des questions forestières au Nord-Cameroun. Ci-dessus, c'est les principaux résultats obtenus. Ok, merci. Premier résultat, ça porte sur l'état des lieux de la démographie et de la déforestation en Afrique subsaharienne. État des lieux de la démographie. L'Afrique subsaharienne compte aujourd'hui, comme je viens de le dire, 1,2 milliard d'individus. Elle est la région au monde où le taux de croissance naturelle est le plus rapide, selon le rapport de l'ONU 2019. Ce taux se situerait entre 2,8% et 3%, contre 0,4% en Occident et 1,8% au Moyen-Orient. Une fécondité très élevée de 4,7 enfants par femme en 2017 contre 1,7 et 2,8 en Occident et en Moyen-Orient respectivement. Les projections, comme je vous l'ai dit, montrent qu'à l'horizon 2050, cette population va se doubler, soit 2,5 milliards d'individus. Concernant l'état de la déforestation, en 1990, l'Afrique subsaharienne regorgeait 674 millions d'hectares de forêt, selon le rapport du PNUD 2002. Le bassin du Congo, deuxième poumon forestier tropical après la forêt amazonienne, concentre la plus grande superficie avec 2,66 millions d'hectares. Entre 2005 et 2019, cette superficie a régressé à 595 605 hectares, soit une perte de 68 510 hectares de forêt. Le taux de déforestation annuel ici est de 0,76%. Ce taux correspond à une perte annuelle de 33 km² sur la période entre 2000 et 2015. Alors, on observe directement ici que les forêts d'Afrique subsaharienne sont menacées et qu'au jour le jour, chaque année, elles subissent des dégradations et des dégradations négatives. Ceci est dû à certains facteurs que nous avons classifiés ici par ordre. Le premier facteur qui explique la déforestation dans cet espace, c'est l'agriculture. Selon le rapport de la FAO 2009, elle est la première cause et contribue à 71% dans la déforestation en Afrique subsaharienne. Et aujourd'hui, l'agriculture contribue à travers deux facteurs. Le premier facteur ici, aujourd'hui, c'est les migrations rurales. Et le deuxième facteur, c'est les acquisitions foncières à grande échelle. Les migrations rurales, l'Afrique subsaharienne, au regard des multiples crises environnementales et sécuritaires qui se vivent dans cette région, entraînent des mobilités intenses. Et ces mobilités sont estimées aujourd'hui à 17 200 migrants, selon le rapport de l'ONU 2017. Et concernant les acquisitions foncières, qui ont pris leur évolution en 2008, avec l'apparition de la crise alimentaire et économique, qui a éveillé la conscience mondiale devant les enjeux de la famine. Et l'Afrique subsaharienne constitue aujourd'hui la région la plus privilégiée par les investisseurs internationaux. Ces investisseurs qui viennent évidemment de Moyen-Orient, de l'Europe, investissent dans le secteur foncier et leurs actions contribuent à la déforestation. Le deuxième facteur ici, c'est l'exploitation du bois. Selon la GIZ 2017 toujours, en Afrique subsaharienne, 71% des ménages utilisent le bois comme source d'énergie. Et 6 millions d'Africains ont pour source alimentaire l'utilisation du bois direct. L'utilisation du bois comme source d'énergie et comme source de revenu familial est à l'origine de la perte de 21,6 millions d'hectares en 2017. Ce qui implique qu'à l'horizon 2050, avec le dédoublement de la population, la déforestation pourra s'intensifier. Le troisième facteur, c'est les feux de brousse.
qui sont aussi l'un des facteurs qui contribuent à la déforestation. Il provient principalement de 3 sources. Il y a le feu préculturaux, parce qu'en Afrique subsaharienne, l'agriculture paysanne ou l'agriculture subbulie s'accompagne pendant la période préparatoire des feux culturaux qui entraînent la déforestation. Il y a le feu pastoraux orchestré par les pasteurs nomades qui, dans leur mobilité quotidienne, pour s'installer, mettent de feu et ça entraîne là aussi la déforestation. Le troisième, me basant sur l'expérience du Nord Cameroun, entre 2011 et 2015, une dizaine de sites reboisés ont fait l'objet d'une deuxième opération de reboisement dans la région, due au feu orchestré sur les sites de reboisement. Face à l'évolution de la dégradation, les partenaires au développement, les politiques étatiques se sont mobilisés à travers des projets de reboisement pour pouvoir pallier au problème de la déforestation. Dans les ensembles, on note des contraintes liées à ce reboisement que nous avons classifié ici, qui freinent le réverdissement des espaces défrichés. Le premier facteur ici qui freine le reboisement ici, c'est le vandalisme et l'incivisme des sites reboisés. Des actes de vandalisme et d'incivisme sont enregistrés sur les sites de reboisement par les populations riveraines. Il se traduit par la destruction des plantes par les bêtes, laissant en divagation sur les sites, l'arrachage des plantes, le vol des équipements. Deuxièmement, nous avons le feu de brousse qui revient, qui constitue aussi un frein au reboisement, puisque les sites de reboisement, comme je viens de le dire, sont parfois encore vandalisés par les populations locales. Et la troisième contrainte, c'est la difficulté d'attribution des sites à reboiser par les communautés locales. Malgré les sites, les terres dégradées, les projets de reboisement qui sont prônés par les gouvernements ou bien par les ONG se heurtent contre la résistance des populations locales qui ont une conception envahisseur, disons, de leur localité par les ONG. Merci. Alors, le quatrième résultat, c'est qui s'intéresse à la lutte actuelle contre la déforestation, au regard de l'évolution de la déforestation et les moyens mis en œuvre qui sont parfois qui se heurtent à des pratiques qui se heurtent à des pratiques locales. Il y a aujourd'hui on doit repenser la lutte contre la déforestation. Si ces pratiques sont vraiment rejetées par la population locale, l'État et les intervenants, les ONG qui ne se retrouvent pas sur la même horizon de réflexion en ce qui concerne le reboisement. Nous pensons qu'aujourd'hui, la lutte contre la déforestation doit plutôt attaquer les problèmes liés aux migrations rurales. Comme nous venons de le dire, les migrations rurales et les actions forcées à grande échelle qui constituent aujourd'hui les grands facteurs qui entraînent la déforestation. Et cette lutte contre la déforestation doit s'attaquer aux problèmes de mobilité. Qu'est-ce qui entraîne la mobilité en Afrique subsaharienne? Comme je vous l'ai dit, c'est les crises environnementales, c'est les crises sécuritaires. Et quand ces personnes se mobilisent, se déplacent d'un lieu à un autre, la conséquence directe ici, c'est la phagocytose des espaces forestiers. Nous pensons que l'encadrement des migrations à travers la restauration des sols ou bien la lutte contre l'insécurité permettra de maintenir les populations sur les lieux et ça va contribuer à l'invasion des sites par les... Okay, merci. Le deuxièmement, il y a l'orientation vers de nouvelles sources d'énergie. Troisième, la modernisation de l'agriculture paysanne
Et la quatrième que nous pensons qui est la plus importante, c'est l'éducation ou la promotion de la culture environnementale. En conclusion, on regarde la croissance démographique observée et sa projection. L'Afrique subsaharienne est placée sur une trajectoire de déforestation accrue si les politiques de reboisement ne sont pas révisées. Comme le remarquait le sociologue camerounais Marc Ella, qui stipule que l'innovation du développement est intégrée lorsqu'elle correspond à un besoin spécialement économiquement, techniquement et socialement acceptable par les acteurs. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup pour une présentation sur les causes et des solutions par rapport à la déforestation en Afrique subsaharienne. Nous allons spécifiquement aller au Bénin pour une étude de cas qui nous permettra de mieux appréhender des éléments essentiels par rapport à la gestion des ressources naturelles renouvelables. Ok. Bonjour. Oui, Salut Bonbiao de l'ADES, l'Université de Parakou, Bénin. J'aimerais vraiment solliciter votre permission de sauter une certaine partie de ma présentation parce que d'abord je prends comme introduction les deux premiers présentateurs ont pris en compte l'introduction, c'est-à-dire les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et je tiens à remercier sincèrement notre modérateur parce qu'on dirait qu'on s'est retrouvés presque dans un même pays pour travailler sur ce document, bientôt qu'on pense pouvoir présenter sur le plan international. C'est vrai. Chez moi, c'est la préservation des forêts. Il y a diverses opinions qui se posent. Et vous devez remarquer ici que je vais parler d'une forêt, une forêt identitaire qui est la forêt du département de la Donga, je veux dire le nord-ouest Bénin. C'est une forêt qui n'est pas très grande parce que vous allez peut-être vous demander pourquoi le monsieur s'est intéressé à cette forêt vu qu'il a de plus grandes forêts qu'on parle de l'Amazonie. Mais cette forêt-là, elle est juste de 114 hectares en 1947. Et aujourd'hui, cette forêt se retrouve à 112 hectares, soit 2% de réduction en 115 ans. Donc, ce qui m'a le plus poussé à dire, mais comment les gens se sont arrangés pour pouvoir préserver cette forêt ainsi. Et c'est au fait l'étude que j'ai dû effectuer. Mais je ne suis pas parti directement sur cette forêt parce que dans la même aire géographique, il y avait aussi d'autres forêts, telles la forêt de Soubroukou. Elle est classée, c'est une forêt classée. Dès qu'on parle de forêt classée au Bénin, je ne sais pas si c'est la même chose qui se passe ailleurs. C'est l'État qui s'en occupe. Ou la forêt de Soubroukou classée, c'était un champ d'expérimentation où tout ce qu'il fallait comme expérimentation scientifique était mis en place. Mais malheureusement, cette forêt aujourd'hui, qui faisait presque le double de la forêt de Sero, a disparu. Elle était de 222 hectares. Et aujourd'hui, elle se retrouve à peine avec 23 hectares. Donc, ici, il ne s'agit pas de faire une comparaison entre les deux forêts, mais plutôt de dire ce qui a marché pour la préservation de la forêt identitaire de Sero. Bon, je vais d'abord vous parler de différents acteurs qui ont contribué à la préservation de cette forêt. Il y a d'abord le roi, d'abord qui est le garant de la tradition. Il y a ensuite le chargé de la faune, le chargé de la flore.
et puis le chargé de répression. Voilà comment la forêt a été gérée. Bon, si je dois parler des mécanismes, la forêt, elle a pris en compte presque 4 façons d'être préservée. Et cette préservation s'est faite de façon traditionnelle, c'est-à-dire modèle endogène. Et vous devez remarquer, c'est vrai que je ne suis pas en train de vous présenter, mais si vous aviez le test, vous devez comprendre. Donc, par rapport aux différents acteurs, dès qu'on prend par exemple, comment on appelle-t-on, celui qui est chargé de l'espèce végétale, il y a divers mécanismes qu'il a mis en place. Par exemple, dès qu'un enfant naît, à Sero, il y a un arbre identitaire appelé Mantani. Cet arbre sert en quelque sorte l'identité de la forêt. Et l'enfant qui naît, automatiquement, la première des choses, c'est de mettre la sève de l'arbre dans les yeux de l'enfant. Et déjà, les parents savent que comment appelle-t-on, sève qui est déjà introduite dans les yeux de mon enfant, ça veut dire qu'il signe déjà un pacte d'identité entre la forêt et sa préservation. Ainsi, dès que l'intéressé, le petit déjà, je peux dire, cherche à commettre des erreurs ou violer cette forêt, on constate déjà l'enflux des yeux, ou parfois qui conduit même à la perte totale de vue. Au sein de cette forêt, il y a un second arbre qu'on appelle le Tchiranga, parce que ça, c'est la première initiative de préservation. Mais l'enfant ne peut jamais demeurer enfant. Il est fait à grandir. Donc, à ce point, il a une deuxième cérémonie qui se fait. Ça dit déjà l'intéressé est actif. Il est introduit au sein de la forêt. Il reste debout devant un arbre aussi, un second arbre qu'on appelle Tchiranga. Et devant ce arbre, il prononce des paroles sacrées. Et dès que c'est quelqu'un qui n'est pas sûr, c'est-à-dire automatiquement on constate que celui-là, il risque d'être quelqu'un qui va violer la forêt, apparaissent automatiquement les fourmis. Et dès que les fourmis apparaissent, ça veut dire que notre monsieur, il faudrait qu'on puisse avoir les yeux sur lui. Donc à ce moment-là, automatiquement, il a une seconde cérémonie ou rituel qui est effectuée sur place, qui permet à celui-ci, à l'initié, de changer ce qu'il a comme initiative. Bon, ça, ça fait partie des rituels de celui qui s'occupe de l'espèce végétale. Mais il a aussi ce qu'on appelle la sacralisation de la forêt, de toujours cette forêt-là, où l'espèce animale est divinisée. Au sein de cette forêt, d'après les mythes, il existe 2 lions. Et quelqu'un qui tente de violer déjà dans la forêt, puisque la forêt est tout autour d'un village, les gens constatent le rugissement de lions. Et à cet effet, bon, et au sein du palais royal, je n'ai pas les images, il y a les refuges des 2 lions qui demeurent toujours. Donc automatiquement, on se dit, ces gens de rugissement, ça veut dire que quelqu'un est en train de vouloir violer la forêt. Donc les dispositions sont prises par rapport à ce chef garant d'espèces végétales. Maintenant, le 3e point, c'est celui qui est chargé de la répression, parce que nous sommes tous humains. Il arrive qu'il y a des gens qui se disent, il n'y a pas de problème, moi je vais tenter de violer cette forêt, je verrai ce qui va se passer. Donc il a un chargé de la préservation de la forêt en sanctionnant. Donc c'est quelqu'un qui sanctionne automatiquement, et il a comme fétiche la foudre. Donc il applique la foudre à tout moment. Et il a un cas d'un exploitant forestier qui est déjà à la retraite, par exemple, qui, d'abord, vous me permettez, la réduction de cette forêt qui était de
114, je veux parler des 2%, elle a été faite juste parce qu'il devait avoir une traversée de la voie inter-État Djougou-Parakou. C'est ce qui a même enclenché la petite réduction. Sinon, il ne devait même pas avoir cette réduction, les 2%. Donc, je veux dire quoi? Cet exploitant forestier, mais un jour, il a tenté, il dit, bon, à ce moment, il était jeune, il a violé effectivement la forêt. Mais les gens l'ont vu, ils ont dit, bon, si c'est comme ça, il dit donc que lui, ses ressources ne viennent pas de la forêt. On dit, bon, il a le chargé de la répression, dit, bon, tu dois suivre cette cérémonie, ce rituel, où l'intéressé, automatiquement, il a une boisson qui est déposée, où l'intéressé boit cette boisson. Et en buvant cette boisson, elle jure. Si vous me permettez, il dit, je jure que je n'ai jamais violé cette forêt. Et il boit. Bon, vu la dangerosité de cette cérémonie, les gens préfèrent plus donner la cotation à un animal. Et ainsi, l'exploitant forestier, après cette parole sacrée, a préféré donner la boisson à l'animal. Aussitôt, l'animal est mort. Et juste là, c'est preuve déjà de culpabilité de violation de la forêt. Ainsi, les gens l'ont demandé, le chargé des rituels, leur poser la question à savoir, vous êtes sûr? Il dit, ah, je suis sûr, ce n'est pas encore ça ce que vous êtes en train de dire. Le monsieur dit, mais vous savez que cette parole sacrée ne se limite pas seulement sur les animaux ou bien l'animal que vous aviez présenté qui a bu. Mais vous savez que... D'accord. Je suis en train de finir comme ça parce que je n'aurai même pas une conclusion. Donc c'est la fin de l'histoire, en fait. Donc il a réellement juré et en fait, après, qu'est-ce qu'il a dû constater? Parce qu'on jure sur les biens aussi. Donc il a commencé par perdre au fur et à mesure ce qu'il a comme immeuble, ce qu'il a comme appareil électroménager. C'est là qu'il s'est rendu compte que réellement, la parole, elle est sacrée. Donc il a dû présenter ses excuses et aujourd'hui il fait partie de ceux qui préservent la forêt identitaire de Sero. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et j'encourage chacun d'entre nous, on pourra aller tester cette forêt et ces enjeux de sacralisation qui permettent en tout cas d'avoir une preuve que le social, le culturel et le culturel peuvent contribuer à une bonne gestion des ressources naturelles. Merci professeur. Je suis Sidia Bayan et tout à l'heure on disait que le 4e communicant n'était pas là. Et, je suis venu le remplacer, Ousmane Seydi, qui devrait faire cette communication. Nous sommes 3 collègues de l'université de Dakar, Cheikh Anta Diop, des géographes et des historiens, qui ont proposé cette communication sur la connaissance et la conservation de la biodiversité dans le projet impérial français en Afrique de l'Ouest, donc du XVIIIe siècle au XXe siècle. Et c'est tout un honneur pour moi de partager ce panel. Tout à l'heure, j'ai écouté des choses sur la conservation endogène. Ensuite, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Moi-même ayant travaillé sur ça, mais ce n'est pas l'objet de cette communication. Il serait intéressant de voir aussi tous ces modèles de conservation. Et ceci nous projette en fait dans le projet impérial français, donc en Afrique de l'Ouest. Nous allons évidemment proposer 3 éléments de présentation ici. Donc le premier point va nous projeter sur la conservation, donc la situation coloniale, les questions que l'on se pose dans notre recherche et puis quelques résultats. Vous comprenez que cette communication s'inscrit dans le cadre d'un projet donc en gestation et nous cherchons évidemment une synergie là-dessus. L'idée est de le présenter à ce colloque. C'est justement d'attirer l'attention également sur éventuellement des collègues qui pourraient nous rejoindre. Et je pense que ça pourrait être très enrichissant.
Mais en réalité, le projet examine dans une perspective assez longue, donc d'une longue durée, la politique coloniale de connaissance et de conservation de la biodiversité en Afrique occidentale française. Comme vous l'aurez remarqué, l'intitulé de notre communication est légèrement différent de celui qu'on avait envoyé pour la strate. En effet, nous avons estimé pertinent de considérer la perspective en portant une analyse donc, au projet impérial français, ce qui engloberait à la fois la période dite précoloniale et la période dite coloniale. Donc cette démarche se veut novatrice en cela qu'elle tient compte de la production du savoir sur le milieu naturel ouest-africain antérieur à la colonisation, celle notamment des premières installations commerciales françaises en Afrique. Cet aspect est d'autant plus intéressant qu'il n'est pas pris en compte dans l'historiographe du mouvement impérial français en Afrique. Donc la seule étude que nous avons pu repérer, en tout cas pour les chercheurs africains, particulièrement au Sénégal, c'est celle de Sorna, qui s'est focalisée entre 1900 et 1960. Or, pour déterminer la place de la connaissance de la nature dans le projet colonial français, il faut remonter à la période dite précoloniale. Donc, parce qu'il y a eu évidemment beaucoup de choses qui ont été démontrées donc, sur la production donc, historique, donc, par rapport à la connaissance de la nature en Afrique de l'Ouest. Donc ce projet donc, met en avant évidemment la convoitise, si on peut le dire, européenne de l'Afrique. Donc il s'agit donc d'inventorier, d'évaluer les potentiels naturels des terres convoitées, donc qui a été toujours au cœur de l'action impériale. Mais cela a été encouragé, je pense, dans une certaine mesure par les compagnies de commerce, donc entre le XVIIe siècle en particulier et le XVIIIe siècle, qui encourageaient les voyages scientifiques en vue d'être édifiés sur les dispositions naturelles des territoires qui seront plus tard, en tout cas, colonisés. Donc, l'un des exemples qu'on peut évidemment citer dans ce contexte, c'est particulièrement les travaux de Michel Adanson, qui entre 1727 et 1806, dont les voyages au Sénégal ont permis évidemment de démontrer un certain nombre d'éléments donc sur la connaissance de la nature en Afrique. Excusez-moi. Il s'agit ici donc des éléments d'exploration qui avaient pour but de compléter les connaissances naturalistes des savants européens, mais en même temps révéler la richesse des territoires susceptibles d'être conquis et placés sous le contrôle français. Donc il y a eu évidemment l'implication du Muséum naturel d'histoire naturelle de Paris, donc, qui avait depuis lors continué à enrichir sa collection africaine, donc par des voyages scientifiques qu'il encourageait tout au long du XIXe siècle et du XXe siècle. Supervisant la recherche naturaliste, en tout cas en Afrique, donc il y a eu l'illustration de l'implication dans une certaine mesure des autorités coloniales, particulièrement intéressées par la production scientifique, de manière à pouvoir connaître la richesse et les possibilités de pouvoir participer à la préservation de la nature en Afrique. Et ainsi, compte tenu du temps, évidemment, qui nous est imparti, nous allons peut-être revenir sur, dans un premier temps, l'argument de notre recherche et évidemment exposer quelques éléments donc, des questionnements que nous avons et quelques résultats que nous avons pu collecter jusque-là. Donc, parler de la préservation de la nature dans un contexte colonial peut paraître saugrenu, je sais, pour certains d'entre vous, probablement, mais il est important parce que cela a été un élément important donc, dans l'histoire, en tout cas des territoires qui ont été colonisés, et jusque-là, les modèles qui sont appliqués en matière de conservation dans nos différents pays. Or, aussi paradoxal que soit cela,
Donc la protection de la préservation du milieu naturel en Afrique fut une préoccupation coloniale et se présentait comme nécessaire au succès et à la survie du projet colonial. Donc c'était fondamental et cela paraissait important puisque la conservation de la biodiversité va prendre des allures donc d'un véritable projet. Au-delà des autorités scientifiques et coloniales, il y a eu également des institutions, en tout cas scientifiques européennes, impliquées dans la recherche en Afrique. Ici, je veux faire le clin d'œil aux autorités anglophones également, parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'une recherche impliquant des autorités françaises seulement. Et dans cette étude, nous projetons de nous placer au-dessus des préjugés, parce que souvent il y a des préjugés, évidemment, pour investir le champ de recherche scientifique coloniale, d'éviter des appréciations hâtives et préconiser quelque part une analyse beaucoup plus objective. Et c'est ce qui nous a permis, entre autres, d'arriver à un certain nombre de résultats à partir de la documentation que nous avons eue, parce que nous avons évidemment cherché beaucoup d'éléments sur les archives. Et ceci vient confirmer le fait que les projets, en tout cas coloniaux, permettaient justement de découvrir le potentiel de la biodiversité en Afrique de l'Ouest, en particulier francophone, et de se projeter également sur les premières tentatives, en tout cas des autorités coloniales, à vouloir protéger certaines espèces, mais également certains milieux naturels. Et il était important, en tout cas à cette époque, de pouvoir le souligner déjà. Et je vais aller peut-être un peu plus vite pour passer à ces questionnements que nous nous sommes posés en disant que comment et à partir de quand la préservation de la biodiversité était devenue un véritable projet colonial. Donc, qu'est-ce qui légitimait cette démarche? Quel était en fait l'argument ou les arguments avancés par les autorités? Quels étaient les enjeux autour de la connaissance de la préservation de la biodiversité, etc. Donc, ceci va nous permettre de vous montrer un certain nombre de résultats, mais nous avons préféré prendre le cas du Sénégal seulement. Donc, quelques données sur le classement du domaine forestier. Et nous sommes rendus compte que pratiquement les 95% des forêts classées, donc que compte le Sénégal actuellement, étaient classées pendant la période coloniale. Et peut-être 5% après la période coloniale. Cela veut dire qu'il y avait en tout cas un projet ficelé. Et vous allez voir sur cette carte, simplement, donc à partir de Dakar jusqu'à Kidira, au niveau de la frontière avec le Mali. Donc le ligne en rouge, c'était le chemin de fer, l'ancien chemin de fer. Et vous allez voir que beaucoup de forêts longeaient le chemin de fer, ne serait-ce que pour la production de combustible pour les locomotives. Donc c'était important pour le projet colonial. Et voici sur le tableau quelques forêts qui montraient que, évidemment, ça datait entre 1920 et 1948, donc bien avant les indépendances. Et la gestion de la faune également, puisqu'il était important aussi de relever cela sur l'ensemble de l'Afrique occidentale française. Donc il y avait des décrets de permis donc, de chasse donc pour la grande faune et la moyenne faune. Et on déterminait évidemment le nombre d'espèces selon les espèces les plus importantes, selon le statut. Et il y a beaucoup d'éléments que nous ne pouvons pas présenter ici malheureusement, puisque vous remarquerez ici qu'il y a des espèces qui ont des statuts de protection intégrale ou partielle. Donc aujourd'hui, le nombre est assez insignifiant, donc parfois dans certains pays. Là également, c'est un exemple pour les permis de moins de chasse, etc. Et donc c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans le cadre de ce colloque. Et on a préparé un petit papier, certainement s'il y a des choses qui se dessinent pour des publications, vous le verrez dans les actes. Je vous remercie. Merci beaucoup.